Le checker de la tech. Et oui, le checker de la tech est de retour comme tous les mardis soirs. Je suis pas tout seul, vous allez voir, j'ai un invité avec moi. Je vais en introduction, avant de vous dévoiler le sujet de ce soir qui est une vraie innovation, je vais vous passer une petite vidéo, vous allez peut-être comprendre de quoi on va parler. Écoutez bien, ce petit truc-là, ça a une dizaine d'années, cette chose-là. Ça s'appelait USB Wine. Regardez. Incroyable, non? Cet appareil est le USB Wine et c'est génial. Et maintenant, vous aussi, vous pouvez accéder à cette extraordinaire technologie depuis chez vous. Regardez comment fonctionne cet appareil révolutionnaire. Vous branchez l'USB Wine à votre ordinateur. Vous accédez au Wine Store dès votre USB Wine connecté. Vous visitez les meilleurs vignobles dans le monde d'un clic de souris. Vous choisissez un vin et commencez le téléchargement. Votre vin se verse directement de l'USB Wine dans votre bouteille. Et vous avez en plus l'étiquette. Waouh! Quel produit révolutionnaire! Et durant notre offre spéciale, le USB Wine ne coûte que 9,95 €. Commandez dès à présent votre USB Wine sur notre site internet et téléchargez vous-même vos vins préférés en direct des domaines. Voilà, on va pas rester plus longtemps. Vous comprenez à peu près le sujet. On va parler de vin ce soir avec mon invité, donc Didier. Bonsoir Didier. Je vérifie que ton micro, attends, vas-y, monte le... Bonsoir. Voilà, c'est bonsoir. Bon, c'est mieux là. Alors, on parle de vin avec USB Wine, qui était quand même une belle, une belle parodie de ce qui peut se faire de sérieux, mais... Tu as quelque chose de très intéressant à nous apprendre, à nous expliquer de ce qui se passe actuellement dans le milieu du vin. Il y a une innovation. Alors vas-y, je sais pas, explique-nous à ta façon. En effet, alors on peut pas reparler d'innovation totale puisque c'est il y a 2 ans déjà que ça existe, en 2015, que la société qui s'appelle Swing It dans l'Hérault a créé en fait une sorte de méthode de vinification un peu particulière autour du vin en utilisant les ondes et la musique. Les ondes et la musique. Voilà. En immergeant en fait des enceintes au centre des cuves et en diffusant... Les enceintes sont étanches, elles sont au milieu des cuves de vin. C'est tout simplement des mêmes enceintes que pour la natation synchronisée. Oui, les enceintes de piscine, oui, voilà. Donc, voilà. Comme le son était bon, voilà. Et ils ont développé tout un tas de process. Alors ça a démarré petitement dans l'Hérault avec un premier domaine à 7, je crois, de mémoire. Je serai un peu plus précis tout à l'heure, mais ils n'ont fait que quelques micro-vinifications avant de trouver un partenariat qui a été fort cette année avec un vigneron de Pic-Saint-Loup en 2017 où ils ont vinifié carrément une cuve qui fait à peu près 4000 bouteilles, donc c'est... Oui, ça fait déjà une belle cuve. Une belle petite cuve. Et à côté, ils ont vinifié en traditionnel la même parcelle pour pouvoir avoir un témoin. Et une pouvoir comparaison, faire une comparaison. Comme les scientifiques font toujours des choses pour vérifier l'original et le... Et c'est une première mondiale parce qu'elle n'a jamais été fait sur 2 cuvées comme ça côte à côte qu'on peut déguster et qu'on dégustera côte à côte. Avec modération, mais avec grand plaisir. Toujours, et grand plaisir, sur des Pic-Saint-Loup du domaine Olirou, qui est un vignoble qui existe depuis 5 générations, 1848. Un vrai vignoble installé, oui, voilà. C'est pas juste une c'est pas des vins de garage et des startups. Non, c'est des gens vraiment... qui font du vin depuis longtemps et qui réfléchissent à faire un petit peu de communication d'une part et puis faire des essais. Et il se trouve que en fait les levures travaillent différemment suivant qu'elles soient exposées ou non aux ondes sonores. Et alors, les ondes sonores, quelle musique on leur met au vin? Alors la première année, on peut citer l'artiste, on n'a pas le droit de passer la musique, mais on peut citer l'artiste. Avec plaisir, oui. C'est Lisa Simone. Qui s'est prêtée au jeu, la fille de jazz, Nina Simone. La fille de Nina, exactement, et qui a donc prêté sa voix, j'allais dire, par ses sons. Elle a choisi des musiques, alors je ne sais pas lesquelles exactement, je crois qu'il y avait 3 titres. Elle a été contactée, elle a vraiment travaillé pour... Oui, elle a vraiment travaillé pour ça, elle a donné 3 titres, et après elle a participé à l'élaboration du vin, en faisant un concert, etc. Et c'était une première, donc ils ont vraiment sorti un petit CD, tout ça, enfin, on fait du buzz dessus. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont diffusé du jazz dans les cuves 20h sur 24 pendant toute la vinification. Donc il y a 4 heures de repos. Alors, pour les oreilles, peut-être des vinificateurs aussi. Et puis pour le vin, il y a 4 heures de repos, ça a été fait comme ça. Pour les cuves témoins, donc, qui ont eu ces ondes. Et puis, il y avait déjà eu des essais avec d'autres musiques, mais pas chez eux, pas chez Pic-Saint-Loup, avec Mozart notamment, mais diffusés en aérien.
et pas oui, donc dans pas les à barriques. l'intérieur du cube. Voilà. Les vibrations sont pas les mêmes. Hein. Exactement. Donc, Et cette année, je peux vous dire, sans dire le nom du musicien, parce que c'est un musicien coréen qui a été choisi. C'est un musicien un peu plus pop. Et ils ont choisi avec plus donc de ce rythme, musicien en fait, peut-être. coréen, avec plus de rythme, plus d'infra-basse quelque part, et plus de percussions qui vont donner certainement quelque chose en 2018 dont on attend le résultat puisque c'est toujours en cours de vinification. Oui, parce que du coup, c'est pas quelque chose qu'on peut tester en une heure. Non, on est obligé de c'est faire vraiment toute un une process saison de très long, vinification pour voir le résultat. Quoi. La saison de vinification dure entre 3 et 4 mois à peu près, minimum. Après, il y a un passage en barrique pour certains vins. Donc là, ce vin-là, non, mais il y a une possibilité de passage en barrique aussi. Donc ils vont faire des essais cette année sur d'autres cuvées. Ils n'ont pas voulu en dire plus, mais je pense qu'il y a une des propriétés qui leur appartient, qui est en Costière de Nîmes, qui est toute récente, qui est achetée en 2004, donc c'est pas très vieux, qui va normalement l'année prochaine être vinifiée en intégralité sous ce process-là. En intégralité. En intégralité. Donc, ils prennent quand même un investissement réel. Si les 2 années donnent vraiment le résultat escompté, et la première année a été assez bluffante, puisqu'en fait, ils ont réuni un collège de plusieurs dégustateurs, professionnels, amateurs, restaurateurs, œnologues, bien entendu. Oui, parce qu'on arrive quand même à du niveau de vrai vin, il va falloir savoir à et la ils fin, ont quoi. fait des dégustations à l'aveugle dans plusieurs stades d'évolution du vin. On va le faire ensemble tout à l'heure, avec modération bien sûr, mais toujours dans le côté ludique. Avec plaisir, oui, surtout. Et on va voir qu'il y a une réelle différence. Et moi, la première fois que j'ai reçu les bouteilles, que j'ai voulu faire goûter à des restaurateurs, enfin quelques restaurateurs, parce que j'ai eu très très peu de bouteilles en fait. Et en fait, je les avais en test, et on a réussi à en avoir quelques bouteilles pour la vente, mais vraiment de manière anecdotique. Et pour un test en vue de l'année prochaine où ils souhaitent faire quelque chose d'un petit peu plus important. C'est aussi une manière de lancer les précommandes, c'est-à-dire que si les gens sont intéressés, on a choisi d'un côté, alors sur 2 villes différentes, un restaurant plutôt gastronomique qui va le travailler à table avec des mets, et donc il va servir les 2 vins systématiquement côte à côte. Et puis Nico Sanchichi donc nous a ouvert la porte aussi pour faire ce test-là. Lui le fait, on pourra l'interroger d'ailleurs. Bien, lui le fait auprès de ses clients bar à vin, donc en dégustation souvent sans accompagnement, et il faut voir avec lui quel est un petit peu l'écho de cette proposition. Je lui ai même pas dit, on va l'interviewer. On va l'interviewer tout à l'heure. On va le prendre par surprise, il aime bien. Exactement, oui, il adore ça. D'accord. Voilà, un petit peu pour résumer la grande histoire. Ben oui. Et pourquoi Pic Saint-Loup ? Parce que tout simplement, Mireille Rambier, qui est la propriétaire de ce domaine, avait envie depuis longtemps de faire quelque chose pour faire découvrir son vin au plus grand nombre, notamment à l'export, puisque c'est un gros domaine. Et elle a trouvé que Swing It, qui était une start-up régionale pour eux, héroltaise, pouvait être un bon vecteur de communication. Donc ils ont fait le test, ils ont joué, et pour moi ils ont gagné, puis ils ont re-signé un partenariat d'exclusivité. Oui, déjà, et puis sur leur appellation. Ils défrichent un terrain qui n'est vraiment pas utilisé dans voilà. Donc, alors, plusieurs maisons bourguignonnes ont testé aussi, comme je le disais, en aérien, mais le communique peu ou pas. Est-ce que c'est comme pour les vaches quand on met de la musique et qu'on leur brosse le dos pour avoir de meilleurs laits ? Je ne sais pas, mais c'est vrai, le rapport est différent, mais il y a eu une utilisation en agroalimentaire qui a été faite de la musique. Oui. Donc c'est comme ça que Swing It, c'est vrai que les vibrations, on pense musique, mais les vibrations en elles-mêmes sont très importantes. En fait, je pense que si on mettait juste des vibrations, voilà, on pourrait prendre des synthétiseurs et faire juste des vibrations. Sauf que le lien à la musique est quand même plus intéressant, agréable, même pour les sympa. Viticulteurs. La musique adoucit les vins et pas que les mœurs. Non, mais c'est vrai qu'ils ont peut-être pas envie d'entendre juste des sons ou des vibrations en permanence. Exactement. Autant entendre des vrais musiciens qui chantent bien, comme Lisa, oui. Voilà, alors le coréen, je l'ai pas entendu, mais bon, ça pourrait être sympa de déguster en écoutant. J'ai déjà vu des musiciens de jazz jouer dans des cuviers dans le Bordelais, notamment au Château Pavie à Saint-Émilion, les frères Belmondo, assez connus dans le sud. Qui ont fait des concerts un peu improvisés dans les cuves. Enfin,
autour des cuves. Non, parce que j'allais dire justement, pourquoi ne pas faire Dans la les cuve, ça va être musiciens à difficile. l'intérieur des cuves, dans une bulle, la vibration sera là quand même, et ça sera une vraie innovation, du live à Il l'intérieur faudrait des qu'ils puissent cuves. respirer avant de boire, en fait. On leur mettra un petit tuyau. Ouais, avec le masque. Ah, mais ils sont capables, avec le masque et le tuba, ils sont capables Ça de peut faire être, tout et bon, n'importe après quoi. la qualité du vin, je sais pas encore. Mais il y a de plus en plus de chais, notamment dans le Bordelais, qui reçoivent du monde et qui créent des événements autour de la musique. Alors le jazz, le classique, un peu tout, mais le vin et la musique ont souvent... C'est l'esprit festif en plus. Voilà, donc il y a souvent quand même été une logique. liés. Il y a une logique et une logique esthétique aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des vins très classieux qui nécessitent, je dirais, une ambiance feutrée et calme, mais il y a aussi des vins qui peuvent justement créer une bonne ambiance. Et, Oui, et puis les moments de consommation sont différents. Donc Voilà, on peut mettre un vin, je dirais classieux et pompeux, avec une bonne musique aussi, mais il faut pas se prendre le chou. Le vin reste du vin, c'est fait pour être bu et pas pour spéculer. Non, comme certains le malheureusement, pensent, voilà, j'allais dire que on n'en est pas aux techniques de pouvoir envoyer du vin par internet et se servir sur l'ordinateur USB Wine comme a fait fort, USB Wine. Cela dit, à l'époque, quand c'était sorti, il y a beaucoup de gens qui s'étaient demandé si c'était vrai ou pas. Il y a des gens qui pensaient c'est un joli qu'on pouvait poisson le faire. d'avril, quand même, hein. Voilà. Ah oui, ils avaient fait assez fort avec Joli ça. poisson d'avril, et puis la technologie, peut-être que demain on pourra télécharger des choses. On a déjà réussi à faire de l'odorama. C'est Donc vrai. c'est déjà, C'est vrai. on a un début, mais bon, la Le création vino- du vin, c'est quand même autre Le chose. vinorama sera différemment. Ouais, je pense. On n'y est pas encore. Hein. Déjà, le musico-vin, c'est pas mal. Alors, voilà. on Moi, appelle je- ça comment d'ailleurs? Oui. Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Swigit a développé ça, et je sais pas s'ils ont mis une marque en fait. Je cherche dans mes Parce que c'est petites vrai que notes. c'est, Dans mes petites notes. Il doit y avoir un nom à cette technologie. On pourrait la Swing vinification musicale ou quelque chose comme ça. Non. Le procédé stimule le travail des levures naturelles pendant la fermentation alcoolique et les soumettrait dans la cuve à des vibrations musicales. Donc, ils l'ont fait, hein, ils l'ont soumis. Voilà, ouais. Ils l'ont soumis. C'est plus une définition technique. Voilà. Les fréquences d'ondes appliquées dans les domaines de l'agriculture, du maraîchage ont été un exemple, ou dans les élevages bovins ont été un exemple que Sébastien Durand, le cofondateur de cette société, a pris. Et inspiré par un haut-parleur subaquatique, surpris de la qualité musicale dans l'eau, il a eu l'idée de l'adapter pour le vin, et il générait des vibrations. Voilà. Il n'y a pas de nom. pas encore en de fait. terme, Il y a peut-être certainement un nom, mais ils mais n'ont pas mis dans le communiqué. On est face à des précurseurs, donc quelque part, c'est une start-up. c'est eux qui vont l'amener ce nom-là. Hein. Oui. Je pense que Swingit reste le nom qu'ils ont associé à ce genre d'événement. Après, ils vont peut-être associer à la vinification uniquement un nom de marque, tout Oui, simplement. parce que ils défrichent, mais il y a un moment, je pense que d'autres viticulteurs, bonsoir madame, vont s'intéresser à cette technologie, vont vouloir l'utiliser aussi. Ouais. Et il va falloir nommer ces choses-là. Il va falloir, je pense. Oui, mais je dirais que j'ai pas creusé plus que ça, puisque j'ai pas eu contact directement avec Swingit, mais avec la société Rambier. S'ils nous regardent, qu'ils n'hésitent pas à nous laisser des messages. Swingit, ouais. Mais je pense qu'ils vont booster, et leur objectif en fait, c'est de faire des tests grandeur nature dans des domaines comme Olirou, qui leur laisse cette opportunité-là, et de se développer après en essaimant et en prenant des particularités, enfin des partenariats très particuliers dans chacune des régions. Il y aura peut-être un Swingit qui va développer avec domaines dans le Grave, dans le Bordelais par exemple, ou en Bourgogne, ou pourquoi pas ici dans la Loire. Oui, parce que peut-être Petit à que petit, certains ils vont cépages réagiront développer. différemment suivant les musiques, Oui. et suivant peut-être des différentes musiques aussi. Les levures sont différentes suivant, parce que dans le vin, il y a deux types de levures. Il y a la levure exogène et la levure indigène. La levure indigène, c'est celle qui est déjà dans le chai, dans les raisins, etc. Ouais. La levure exogène, c'est celle qu'on va apporter. Une D'accord. souche de levure On va qu'on tout va savoir apporter. sur les vins. Là. Non, mais il faut le préciser, Mais parce bien que sûr, ouais. souvent, des fois, c'est des levures qui sont correctives et que l'on met au démarrage de la fermentation pour aider justement au départ Est-ce de que la c'est fermentation. qu'on appelle souvent des sulfites, c'est ces choses-là? Non. C'est pas Les encore sulfites, ça. c'est un protecteur du vin. C'est une. Comment dire? On peut utiliser du soufre, sous forme de sulfite liquide notamment, pour protéger les vins. Ça empêche l'aération et Voilà, l'oxydation. C'est une mise en garde. Voilà. En fait. Les sulfites, c'est différent. Les levures sont ce qui commence à permettre donc de fermenter les vins, donc de passer du stade fruit au stade alcool.
Un peu stade comme de sucre, au stade on avait d'alcool. une mer pour le vinaigre, c'est un peu le même principe. Si on veut. Si on a une bonne mère, quelque part on a un bon Et la vinaigre. bonne mer. La bonne mère. Et non, mais l'ajout de levure est très régulier. Il y a des levures plutôt neutres et il y a des levures aromatiques qui sont choisies, notamment pour les blancs, ce qui donne un profil à des blancs qui sont un peu plus sympas, plus girly. D'accord. Alors qu'il y a des vignerons qui utilisent leur propre levure et on obtient des vins un peu moins expressifs, mais par contre, dans le temps, on a des vins qui tiennent plus, pour moi, qui tiennent plus la des vins route. de garde en fait. Ouais, plus la route et qui vont mettre du temps à s'installer, mais qui vont avoir une durée de vie plus longue. Ce sera moins D'accord. éphémère. C'est comme un maquillage. Oui, Voilà. je visualise déjà là. Voilà. Le premier est maquillé, la deuxième ne l'est pas, mais voilà, on reste plus longtemps. Et il y a le waterproof, voilà. Voilà, Avec les enceintes subaquatiques. petit clin d'œil aux dames. Voilà. Non mais c'est impressionnant tout de même parce qu'on n'imaginait pas quand même que des vibrations comme ça puissent changer un goût de vin à ce point-là. Et Les levures donc étant modifiées, il y a une évolution vers donc une vinification qui est différente. Il y a moins de comment dire, comment expliquer ça. La vinification se fait plus dans la douceur en fait quelque part. Et on va avoir Grâce ça aux même plus vibrations. rond, grâce aux vibrations. on aurait pensé l'inverse pourtant. Hein. Ben oui, mais pourtant c'est ce que rapporte la société en disant que normalement ça amène donc quelque chose qui serait... Enfin, il ressort que les transformations des sucres en alcool seraient plus régulières dans le cuvée musical et que les levures survivraient mieux. Donc ça donne aux levures une durée de vie On plus peut imaginer, plus c'est vrai importante. qu'un vin qui est laissé immobile va se travailler concentré sans qu'il y ait de perturbations. Oui. Et c'est vrai que les vibrations vont perturber peut-être ces choses-là, donc vont faire une vinification qui sera plus lente. Ça peut paraître logique. Plus lente et C'est- plus régulière, donc Ouais. peut-être quelque chose de plus harmonieux à la fin, plus rond, Oui. d'où le nom mélodie. Et entre On guillemets, arrive au de remuer le vin quelque part, puisque ça Oui, permet de c'est un peu de comme les répartir. vignerons qui utilisent, alors on va utiliser un autre terme, la micro-oxygénation. La je micro-oxygénation, connais pas voilà. Alors si on prend une barrique par exemple aujourd'hui, il y a des micropores dans le bois Oui. qui font qu'un échange. Oui, c'est tout l'intérêt de faire vieillir en fût de chêne ou ce genre Voilà, de choses. sauf qu'on Donc, passe par le chêne qui va lui donner des goûts. Oui. D'accord, des tanins notamment. Oui. Si on le fait dans des cuves, ça peut être possible. Oui. Il y a des cannes qui sont micro-percées en céramique D'accord. et on envoie à toute faible dose. Oui. Donc c'est des échanges comme s'il y avait un échange avec Avec une l'extérieur. matière poreuse, quoi. Voilà, matière poreuse qui est envoyée avec du gaz. On a créé artificiellement une matière poreuse, mais du ça, coup, ça s'appelle la micro-oxygénation. il n'y a pas le goût du bois. Il n'y a pas le goût du qui bois. peut altérer suivant les. Par contre, il y a ce côté écrêtage des tanins un petit peu et finesse des tanins par l'échange. La légère oxydation qu'il y a naturellement Ouais. se fait aussi parce que les cuves inox, la problématique c'est qu'on a un milieu très fermé Oui. et souvent on a du réduit et on n'arrive pas à avoir des vins hyper expressifs en Ah, inox. d'accord. Voilà. Oui. C'est très concentré en fait. Enfin, ça. C'est ça- pas que ça- se concentrer, ça tue un petit peu les arômes quoi, quelque Oui. part. C'est pas que ça tue, c'est que ça évite d'avoir des arômes complexes. Alors, les arômes plutôt fruités, mais on a du mal à aller plus loin avec l'inox. Donc la micro-oxygénation, par le process de micro-oxygénation, on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus... alors je suis pas technicien, hein, c'est juste des images que je donne. On arrive à reproduire ce qui se passe en barrique sans les effets de la barrique. Sans les effets, voilà, sans les effets, que le bois n'interagisse, gustatifs. ouais, voilà. Voilà. Mais ça va être des sacrées cuves, par contre, pour intégrer ce système-là. Non, c'est des systèmes qui existent. Ça peut passer par le. Alors, j'ai pas revu depuis longtemps les installations, mais il doit y avoir maintenant des sondes qui doivent être directement possibles d'inclure dans les Donc, dans les cuves, Ouais. ou alors carrément par-dessus le chapeau, comme ce sont des microfils quelque part qui envoient du gaz, il suffit de mettre ça, après on referme le couvercle et on laisse Ouais. ces fils tremper, C'est vrai, et oui. voilà, ça produit... parce qu'il faut quand même que ça soit intégré dans le vin et que ça Voilà. se mélange. Ça se met dans Donc, le vin, voilà, directement. Les sondes Et se pas mettent dans en le un vin. seul point, j'imagine qu'il faut répartir Il y en quand a même. plusieurs, ouais. il y en a plusieurs, ouais, tout à fait. Mais ça, c'est un process beaucoup plus complexe. On n'était pas venu pour en parler Complexe ce mais soir. courant a priori dans Oui, le. oui, courant. La micro-oxygénation, ça existe depuis plus de 20 ans. Oui, donc voilà. Ouais. Mais là, avec la musique. On dit aussi globalement des fois micro-bullage, mais c'est pas du bullage, puisque micro-oxygénation, Oui, c'est pas vraiment des on bulles, voit pas ouais. les bulles sortir. Enfin, c'est hein. des toutes petites C'est bulles. des Elles fines sont- bulles, ouais, Voilà. pour reparler de bulles. Pour Voilà. revenir dans le champagne quasiment. Oui, c'est très Avec fine des bulles fines. Voilà. On vous avait dit qu'on parlerait vin ce soir. Hein. Ben oui, on parle que vin là. On Mais parle technique, mais c'est pas pour assumer.
assommer le consommateur avec la technique. Il faut savoir que dans le vin, il n'y a pas que de la technique, il y a aussi un peu de fruits, un peu d'amour. Et 80% du boulot se passe à la vigne, 20% aujourd'hui dans les chais. Avant, on avait l'impression qu'un bon vigneron, c'est celui qui était tout le temps en train de triturer ses cuves. Non. Aujourd'hui, c'est celui qui amène le plus beau raisin. C'est celui qui a préparé ses pieds de vigne le mieux possible. Parce qu'on parle de technique et de process. Mais voilà, oublions ça. Aujourd'hui, le bon vigneron, c'est celui qui amène un beau raisin. Et si on devait retenir quelque chose ce soir, c'est ça. Et après, on peut faire plein de choses, mais tout le monde est capable, on le voit aujourd'hui au niveau technique, au niveau équipement. Oui, parce que l'équipement est standard. On achète de l'équipement et quelque part, si on n'a pas un bon vin d'origine... Tout le monde gère par le froid aujourd'hui, tout le monde a des cuves propres, voilà. C'est pas la compétition de la technique, ils ont tous les mêmes oui, et puis avec des normes qui doivent être définies, et donc quelque part on achète des choses qui sont installées, les cuves à microbules, j'imagine qu'elles sont fabriquées... Non, mais le système de microbulage peut s'installer dans une cuve existante. Oui, en plus. En fait, c'est un système qui est amené, et voilà, c'est le coût qu'il y a après de gérer les envois de gaz par des systèmes de tableaux et tout ça, mais ça en général il y a des sociétés qui arrivent et qui mettent ça en clé en main. C'est déjà fait, donc tout comme toute prestation extérieure, voilà. Ouais, donc, n'importe quel vigneron qui le souhaite. Si on n'a pas préparé son vin comme il faut dans la vigne, on peut faire ce qu'on veut derrière. Disons que là, c'est les petits ajustements qui font qu'on va faire un bon vin ou un très bon vin par rapport à d'autres qui vont faire du vin sympa, mais qui ne sortira pas de l'ordinaire. Voilà. Le petit plus, c'est d'amener des points techniques qui vont faire évoluer le vin vers ce que l'on souhaite, parce que chaque vigneron signe son vin en ayant envie de donner une image de ce que va être ça. Oui, un goût, une couleur, voilà, il cherche à obtenir quelque chose. Voilà, après il y a ceux qui réagissent au marché et qui font des vins standards pour le marché et qui répondent au marché, et il y a ceux qui font des vins qui leur ressemblent à eux et qui, s'ils le vendent pas, le boivent. Oui, c'est quand même le but à la fin. Mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a l'offre et la demande qui doit obliger à avoir des standards sur certains vins. Il y a plusieurs types de producteurs aujourd'hui. Il y a ceux il y a des grosses machines, il y a ceux qui font du vin et qui anticipent les demandes des consommateurs, qui vont leur dire nous on aime bien les vins un peu plus sucrés, on va faire des vins un peu plus sucrés pour tel marché, ou tel pays, ou tel continent. Et puis ils vont adapter au marché européen d'autres types de vins. Ils vont mettre un peu plus de levure aromatique sur certaines cuvées parce qu'il faut que ce soit prêt plus vite, que ça plaise immédiatement. Donc ils vont s'adapter en faisant une cuvée beaucoup plus facile à boire. Pas besoin de et puis ils vont avoir des gammes un petit peu plus travaillées pour des consommateurs qui souhaitent garder justement, ou des restaurateurs, ou des cavistes. Et voilà, c'est comme ça qu'un vigneron va avoir des fois 9-10 cuvées différentes et va proposer un panel de choix. Il est rare d'avoir un vigneron qui fait un vin ou deux vins, deux couleurs. Ça arrive, mais souvent, ils cherchent à avoir plusieurs cuvées, plusieurs styles de vin qui correspondent à des moments de dégustation et à des consommateurs différents. Et oui. Du coup, c'est vrai que chaque vignoble est différent et les régions, ils sont pour quelque chose. Mais on peut donner dans le même vignoble, la même parcelle, à deux vignerons différents, on aura déjà des différences. Avant vinification déjà. Donc, voilà, déjà, il n'y a pas que ça, il y a la conduite de la vigne, mais il y a aussi le fait que quand on parle de terroir, des fois, moi je bondis des fois quand on dit terroir à tous les coins de rue, terroir. Le terroir, c'est quoi ? C'est en fait plusieurs éléments. Il y a le sol, mais aussi le sous-sol, ça c'est important, parce que d'un sol à l'autre, on va avoir des sous-sols différents. Tout à fait, suivant les couches. Voilà, il y a la plante. Ce qu'on a mis, les clones ou le type de vigne qu'on a mis, il y a le climat. Il peut y avoir des courants d'air sur certaines parcelles et pas sur d'autres. Il y a eu des arbres certaines qui sont protégées par d'autres. Exactement. Donc ça c'est le climat. Les insectes, plein de choses derrière qui agissent aussi, j'imagine. Oui, et puis le traitement que l'on va faire, les insectes effectivement qui vont travailler le sol, les vers de terre par exemple, ou les endroits où c'est chimiquement désherbé, là il n'y a plus de vie. Vous voyez, et ça peut altérer dans le mauvais sens aussi. Donc, Et il y a aussi la main de l'homme. Et quand je dis la main de l'homme, c'est toutes les interventions qu'il va faire de la vigne. Parce qu'on les voit souvent, moi je n'y connais rien du tout, on les voit souvent tailler, préparer, j'imagine que la façon de tailler une vigne déjà agit sur plein de choses derrière. Il y a plusieurs façons de tailler une vigne, mais tailler une vigne aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs modes de taille, souvent c'est les mêmes suivant les régions, mais
les cordons royales, les guyot, enfin ce qu'on veut, mais souvent c'est une baguette avec tant de bourgeons et ce qu'ils appellent un coup en retour pour la baguette de l'année d'après. Voilà, ça c'est la façon classique d'ici à tailler. Mais dans le sud, par exemple, ils taillent un gobelet pour protéger la vigne du vent. Enfin, c'est un parce peu que différent. la météo n'est pas la même. Voilà. Donc, Et ça, c'est les savoir-faire. Souvent, les ouvriers agricoles, c'est pas le vigneron seul qui fait ça. Il y a des ouvriers et tailler, c'est important. Tailler, c'est une période importante parce que c'est de novembre à mars quasiment. Et c'est ce qui définit tout le reste derrière. Exactement. En plus de ne pas perdre la vigne. Parce qu'on peut tailler très long, faire pisser la vigne. On peut tailler très court et prendre des risques aussi. Donc souvent, ils taillent long, enfin long ou moyennement long, et puis ils font tomber des bourgeons. Ou tomber des grappes, voilà, il y a tout un tas d'interventions et c'est là que le vigneron va se différencier de son voisin ou de son appellation. Et le savoir-faire derrière. Donc, il y a le savoir-faire, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Bah, écoute... à bâton rompu comme ça, on parle de vignes et de vignerons, mais moi je trouve qu'aujourd'hui c'est un monde fabuleux parce que on peut pas dire que telle région ou tel vigneron est comme ça. Ça change tous les ans. D'abord, il y a l'effet millésime normalement. Oui. Et puis les vins évoluent. Et le terrain, j'imagine qu'il peut s'appauvrir ou s'enrichir suivant les années. Oui, ça je dirais que oui, il y a le travail de la vigne, enfin le travail des sols qui est important, mais c'est surtout que les vins, plus le vigneron apprend, moins il refait les mêmes bêtises, j'allais dire. Oui. Et plus il va travailler en précision sur les années futures. Donc un vigneron qui démarre ou qui a 30 ans d'expérience, il ne va pas faire les mêmes vins, quoi. Oui, oui. Puis, des fois il y a des coups de chance. Après, oui. Il y a des millésimes d'exception, et puis c'est souvent dans les petits millésimes qu'on voit les grands vignerons. Ah, d'accord. Oui, ok. C'est un peu logique, mais oui, ça se comprend. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute Didier, je sais pas, on a fait le tour, tu penses? Je sais pas. D'autres choses à nous, c'est toi qui me dis. à nous expliquer, à nous apporter? Non, mais on a le temps, hein, on a encore une demi-heure sans problème. On boit un coup, quoi. Hein? On boit un coup. Ah, on peut boire un coup. Alors, je te propose, on laisse la caméra allumée. On laisse la caméra. met Je vais chercher les deux verres. Vas-y, Allez, je mets un petit peu de musique et on va parler au moins de ce qu'on parce que aura moi j'ai goûté. très soif là. Allez. Avec Nezo da Costa.
checker de la tech. Je crois que je viens d'exploser les tympans de mon invité. Ça nous fait plein la gueule, oui. C'est ça. Alors, C'est technique. bon, vous avez peut-être vu à la caméra, on s'est permis de déguster. Voilà. Bah oui. Et il m'a rien dit. Il m'a fait goûter 2 vins. Et c'est vrai que le deuxième avait un goût plus fruité, plus parfumé, je dirais. Après, je sais pas l'exprimer suffisamment bien. Alors déjà l'important c'est que tu as trouvé une différence. Après le Oui, reste, tout à fait, oui. le reste c'est la littérature. Déguster les vins, chacun a ses mots. Effectivement, on a dans le deuxième vin, par rapport au premier, c'est exactement les mêmes parcelles, hein, la même parcelle exactement, mais vinifié différemment, donc l'un en musique, l'autre pas. Et celui qui est vinifié en musique va amener peut-être un vin un peu plus rond, plus soyeux, plus gras en bouche, Oui. avec un fruit beaucoup plus délicat, beaucoup plus facile d'accès. Oui, peut-être. Alors que oui, le oui. premier est un petit peu plus anguleux. On va avoir le côté Syrah qui va dominer au départ et la Grenache après. Donc Syrah 80%, Grenache 20% à peu près. Et sur des sols qui sont sur plusieurs parcelles bien entendu, mais entre 150 et 200 mètres d'altitude. D'accord. On a ouais. ce côté intéressant de Pixel Loup, que c'est une appellation qui peut finir à 300 mètres pour les Pour les plus élevés, ouais. plus élevés, et puis on démarre très très bas, hein, mais sur les pentes du Pixel Loup, on regardera un petit peu tout à l'heure l'historique, on en parlera, les 3 ermites. On a des vins souvent sur des anciennes terres défrichées, la garrigue, avec des cailloux, et donc ça donne des vins qui sont assez dur, présents, assez ouais. puissants. Là, ce ne sont pas des cuvées passées en fût, par contre, c'est des récoltes manuelles. Oui, Et en plus, ouais. voilà, donc il y a une belle concentration, c'est des 40 hecto-hectares, donc c'est pas très très volumineux. Et ça donne des vins qui ont avant tout du caractère, du fruit, et qui ressemblent à leur région. Mais le deuxième est effectivement modifié par ce côté. Mais c'est vrai, oui. Sans savoir musical. lequel, je trouvais voilà, que le deuxième avait Voilà. plus de, déjà à sentir plus de parfum et au goût différent. Ouais, non, c'est clair. Plus immédiat, voilà, effectivement, et le côté mélodie, donc plus aromatique en bouche aussi, avec un côté plus volumineux quelque part, parce que le premier est plus, comme je disais, plus tendu. Ça ira très très bien en mangeant. Le deuxième, on peut presque le boire comme ça. Oui, pour un On a apéritif. presque envie de le boire à tout à fait. l'apéro. Ça appelle, je dirais, à l'apéro un deuxième on est verre. au sans chichi, hein, c'est pour ça. Bah ouais, donc, sans chichi, pas de. on va les faire venir Nicolas tout à Voilà, l'heure. on va lui Nico, il demander faut ce qu'il en vienne. pense un Ouais, petit tout peu. à fait. Ouais, ouais. Il n'y a pas de raison qu'il cause pas dans le micro. J'ai entendu un détail, 40 hecto-l'hectare. 40 hecto-hectares. Il y a des calculs comme ça de rentabilité, enfin j'appelle ça une rentabilité de volume. C'est des volumes qui sont déterminés par l'INAO. Et alors, on peut être toujours en dessous de la norme qui est fixée, la norme maximale. Elle est fixée par C'est-à-dire qu'on n'a région. pas le droit de dépasser appellation. une production Non. à la Alors, surface. En il y a fait. des subtilités, on a le droit de dépasser d'un tout petit peu, mais c'est c'est des virgules quoi. Hein. Oui, parce qu'on ne mais- peut pas toujours maîtriser. Voilà, on va pas demander au gars d'ouvrir les cuves parce qu'il a dépassé de 2 hecto-hectares. Il y a une tolérance, on va dire. Mais on peut pas faire pisser la vigne à 150 hecto-hectares quand il est prévu 60 par exemple. Alors, comment, si on voulait tricher comme ça, comment on peut faire? C'est-à-dire qu'on met plus de vignes au mètre carré? Comment... Alors non, ça c'est différent. La densité de plantation, elle est décidée par chacun des vignerons. Là par exemple, si je reprends le chiffre exact de chez eux, ils sont plantés à combien de densité? C'est ce que c'est marqué quelque part. 5500 pieds hectares. 5500 Ce qui pieds à est l'hectare. assez important. D'accord. Mais ouais. on peut monter beaucoup plus haut. Donc ils sont plus serrés. Alors les rangs sont plus serrés. Dans il y a- l'idée, le vin... Mais il y a moins la de vigne- grappes Bah par oui, pied. parce qu'il y a moins d'ensoleillement, Oui, j'imagine. parce que pour obtenir le même rendement, on obtient un rendement donc identique avec moins de vignes plantées. Oui. Donc chaque pied de vigne souffre moins pour donner, mettons, 4 à 5 grappes, alors que Ouais. l'autre va donner 8 grappes. Et ça va être plus difficile pour Et elle oui, de les oui, produire. Donc voilà, les vignerons plantaient avec plus de densité. Avant, c'était des densités moindres, ça passait au tracteur à travers. Là, on vendange manuellement, on sélectionne. Il y a tout ça qui rentre en Oui, ligne puis de le compte. fait d'être manuel, on a besoin de place autour de chaque pied de vigne aussi pour Oui, travailler. peut-être. alors il y a ça, mais c'est pas seulement ça, c'est justement pour éviter que les plants de vigne soient soumis à rude épreuve ouais. et soient obligés de produire justement, c'est pas des vaches à lait. Oui, non, c'est clair. oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'aussi la conduite de la taille est faite en fonction aussi de la densité de plantation. D'accord. Et
un pied de vigne qui donne comme ça une quantité, il est réutilisé sur plusieurs années. Alors il ne donne qu'à partir, quand il est planté, il ne donne qu'à partir de la 3e feuille, c'est-à-dire la 3e année. Ouais. Il commence à donner. C'est pas les meilleurs jus, mais bon, il commence à donner. Il peut être intégré dans la cuvée ou dans la production. Mais il y a des vignerons qui l'écartent sur 2-3 ans oui, pour qui font éviter, une petite production à part, voilà, le temps ou qui l'intègrent dans des cuvées plus génériques, dans des bibles, tout ça. Par contre, il donne de 3 ans à sa mort. La mort, elle peut intervenir très tôt. Parce qu'il y a des maladies malheureusement dans la vie aujourd'hui, l'esca, le typiose, etc. L'esca étant une maladie assez violente parce qu'il y a 30 à 40% de vignobles, par exemple, ici, dans la région de Sancerre, qui est touchée. Les sauvignons notamment, alors, ils arrivent à le récupérer. Ils replantent, mais pas au rythme où ils voudraient, parce qu'ils meurent tous les ans un paquet de vignes, notamment dans les sauvignons, c'est assez dramatique. On retrouve des manquants dans beaucoup de vignes et ils ne savent pas d'où ça vient. Alors, avant, il y avait un traitement qui était autorisé. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est l'arsenic de soude, mais aujourd'hui c'est interdit, donc ils n'ont plus de solution efficace immédiatement. Et malheureusement, le taux de mortalité est en train de continuer à grimper. Oui, ça, donc c'est assez dramatique. Et il n'y a pas qu'à Sancerre. Je dis Sancerre parce que c'est proche d'ici. C'est la région, voilà, mais Saumur, Chinon, partout, il y a de l'esca. Voilà. D'accord. Et l'esca est une vraie saleté. Et donc le pied de vigne qui survit, qui n'a pas de maladie, tient combien de temps alors dans ce cas-là ? Il peut aller très loin parce qu'il y a des vignes qui sont plus que centenaires. Ah oui, carrément. Et non, j'imaginais même pas. Oui, donc, je pensais que c'était quelques dizaines d'années maximum. Il existe aujourd'hui dans le sud-ouest quelques vignes pré-phylloxériques, c'est-à-dire le phylloxéra c'est 1800 et des bananes. Dans les sols sableux, le phylloxéra qui est une petite bébête qui rentre dans le set de vigne et qui le tue, n'a pas eu accès parce qu'elle creuse des galeries et ces galeries sont effondrées parce que les sols très sableux ne permettent pas au phylloxéra se développer. Et donc le phylloxéra, il y a des vignes qui ont résisté et qui ont été plantées dans les années 1800, 1830, 1840 et qui sont encore... Et qui donnent toujours du vin. Et qui donnent toujours du vin. Ah oui, il doit être rare ce vin-là, mais... Il est très rare puisque la cave de Plémont le détient aujourd'hui, c'est classé au monument historique. Et oui, il y a une logique. Et je crois au patrimoine mondial aussi. Ouais, donc, Et cette vigne, donc pré-phylloxérique, qui donne très très peu, donne une cuvée... qui est vendu à, je crois, 1200 exemplaires maximum tous les ans. Voilà. Il y a presque une vente aux enchères quasiment pour ça. Non, mais bon, voilà, ils en font un très grand vin. Et ça doit être réservé à l'avance, j'imagine, les habitués. C'est même pas ça, ils s'en servent plus de monnaie d'échange, j'allais dire, avec leurs importateurs qui jouent le jeu et ils donnent quelques bouteilles. C'est pas à la caisse, c'est à la bouteille. C'est un cadeau. C'est plus un cadeau et voilà, une possibilité. C'est une possibilité de dire voilà, vous avez joué le jeu, on vous cède quelques bouteilles de vignes pré-phylloxériques parce que c'est quelque chose qui est unique au monde. Oui, du coup c'est voilà, et donc unique. Voilà, c'est unique et voilà, c'est plus un outil de communication pour eux, voilà. Non, c'est impressionnant, je pense. J'ai eu l'occasion de goûter une fois, c'est intéressant, très intéressant. C'est un goût parce que c'est un goût qui ressemble à rien parce qu'en fait même certains cépages ne sont pas reconnus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ampélographes ne savent pas quels sont les cépages en question. Ils ont des idées, parce que les cépages, on peut se dire que les cépages modernes ont été créés, c'est des croisements. Oui. Il y a des cépages anciens, on ne connaît pas. Oui, ça n'a pas été nomenclaturé depuis, voilà, et du coup, on n'a pas de traces. Il y a un traité d'ampélographie qui date il y a Gallet notamment qui a ressorti ça, c'est la Bible des ampélographes. Il y a encore plein de plants en France et dans le monde qui ne sont pas répertoriés. C'est intéressant. Comment le viticulteur fait pour le vendre son vin ? Il peut pas lui donner de... Il n'y a pas de cépage, Des fois, il sait même pas. Il sait même pas ce que c'est, donc il le récolte avec le reste. C'était planté là, et les parents l'avaient planté ou les grands-parents l'avaient planté. Parce qu'avant, on plantait en foule, c'est-à-dire que c'était planté sans avoir de fil et tout ça. C'était avec les bœufs qui passaient. Donc, Nicolas ah, je voyais qu'il passait là. Nicolas Nico. Ah, il s'est échappé là, il a senti le coup venir là. Faut appeler Nico. Nicolas. Voilà. Hein, on est d'accord, on va lui... Oui, vas-y. Je plantais de bœufs et tout ça, mais c'est parce que quand j'ai dit bœuf, t'as dit appelle Nicolas. Voilà. Je sais pas si vu derrière, il était presque en attente. Il s'est dit mais il faut que je parle au micro. Nicolas. Je vais te passer le micro, ça va être plus simple. Salut à Didier, tous. Voilà. On discutait avec Didier de l'implantation d'une mélodie, donc, dans un bar comme le tien. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des retours ? Qu'est-ce que tu as eu comme... ils sont surpris. Comme retour des clients, donc. Ils sont très très surpris à la dégustation à l'aveugle, effectivement. Quand tu leur expliques que c'est vinifié en musique, ils sont vraiment surpris.
parce qu'il y a vraiment une différence très notable sur les deux produits qui sont issus du même raisin. Et quand on voit la différence entre les deux, c'est stupéfiant. Bah, écoute, je viens d'y goûter, je confirme. C'est vrai qu'on on sent quelque chose, vraiment. On est vraiment loin d'imaginer effectivement ce que la musique peut apporter. Quand on dit que la musique adoucit les mœurs, mais ça n'adoucit aussi, pas que les mœurs. Non, pas que les mœurs, effectivement. Alors, on passera pas Lisa Simone ce soir pour des raisons de droit d'auteur. Voilà, tout à fait. Mais c'est des musiques en plus. Moi, j'aurai l'occasion effectivement de le diffuser sans aucun problème. Et non, c'est vraiment impressionnant. De toute façon, on avait touché quelques mots il y a quelques temps, effectivement. On n'osait pas en parler. Voilà. On savait. On a goûté, on a dégusté. Je vais laisser la primeur à Didier. Alors le terme primeur est tout à fait précis. Voilà, bah oui, effectivement. On a pu faire ça effectivement le 3e jeudi du mois de novembre. Par exemple. Non, mais c'est vrai qu'il y a de très très beaux retours. Si j'avais dessus, je pense que je me l'aurais recommandé un peu plus. Mais bon, l'année prochaine. On n'en aurait pas plus. Là, j'en avais pas plus. Bon, c'est comme ça. L'année prochaine, mais une option dessus. Voilà. L'année prochaine, ça sera en palette. Didier. Oui, je disais peut-être pas en plus, mais ça a permis déjà nous de faire un test, et quand on aura fait fini le bilan chez les 2 clients chez qui on l'a placé, avec l'accord de la société bien sûr, parce qu'il n'était pas en vente cette année du tout pour les professionnels. L'année prochaine, il va être fait, donc à partir de 2018, une vente aux professionnels. Ils vont se baser sur un petit peu nos retours pour compiler et essayer de proposer justement comme ça des possibilités. Moi, je pense que l'intérêt, c'est de faire goûter les deux. Il n'y a aucun intérêt de vendre le produit seul. Voilà. Et j'ai même le client de Dissoudun, on va le citer, c'est la Cognette. Rémi, qui est le sommelier qui joue le jeu avec cette maison-là depuis longtemps, fait déguster les 2 vins en question et vend même souvent à emporter à la boutique les 2 plus la 3e cuvée qui s'appelle l'Écoste, qui est un parcellaire, donc vieilli en fût. Donc voilà, lui il va jusqu'au bout de la démarche, les clients peuvent refaire ça chez eux. Mais bon, il en a très peu aussi, donc il commence à ralentir parce qu'il veut en garder pour pouvoir leur faire boire. C'est ça le problème. Tout comme moi, il ne me reste pas non plus des masses, et j'aimerais effectivement garder au moins 6 pour voir avec le temps, parce qu'on est sur des 2017, donc c'est un petit peu jeune jusqu'à présent, mais au moins garder jusqu'à au moins l'année prochaine. Faire vieillir un petit peu, laisser un petit peu en cave, tranquille, voir l'année prochaine l'évolution. Sinon, tu vas passer à la musique coréenne l'année prochaine. C'est donc, ça. Pas Gangnam Style. C'est presque ça. Peut-être, allez savoir. Je te remercie, Nicolas, d'avoir bloqué merci pour beaucoup, longtemps. merci beaucoup. Merci à toi. À plus, mon Pascal. Bonne soirée. Merci, Didier. On est très bien accompagnés ce soir. Entre Didier et Nicolas, on est au Sans Chichi. Le live, on le fait pas à chaque fois. Vous avez remarqué, Nicolas, on fait pas à chaque fois le live maintenant au Sans Chichi, mais on apprécie de le faire quand même. Ça fait du bien. Didier, qu'est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces gens qui ont osé faire tout ça? Sur Swingit et sur Rambier, moi je leur tire le chapeau parce que les conneries sur internet avec le USB Wine, c'était fort. C'était fort, mais eux ils l'ont fait. Mais eux l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis en musique, c'est le cas de le dire, une idée. Comment c'est venu, je suis curieux de demander à M. Durand, qui est le créateur de Swingit, mais encore une fois, je pense qu'il s'est inspiré de cette qualité sonore, et puis il avait déjà une idée sur l'évolution, parce que ne doivent pas être leur prémisse d'essai. Il y a un peu de scientifique derrière, il doit y avoir un esprit. D'ailleurs, ils disent que l'enceinte est placée au centre de la cuve et diffuse. Et ce n'est pas quelque chose qui va être avec juste un micro posé n'importe où. C'est vraiment à un endroit bien précis et ça diffuse à 360 degrés. Ce qui est important aussi. Ce qui est important pour les vibrations. Toutes les vibrations, voilà. C'est pas comment dire, fait n'importe comment. C'est étudié, et je pense qu'ils ont fait des essais. Ils ont dû faire des petits essais sans en parler à ce moment-là. Des micro-vinifs sur quelques dizaines de litres pour voir comment se comportait aussi le vin, parce que quand on prend un risque, même si c'est que 4000 bouteilles à l'échelle d'un vigneron qui en fait 450 000, c'est quand même un risque. Et voilà. Et ils vendent ça. Alors, je suppose que ils ont un partenariat qui fait que quand ils vendent un ensemble, un suivi aussi.
Oui, d'accord, Et oui. d'où l'idée de pouvoir continuer à faire ce partenariat l'année prochaine sur une autre propriété qui est en Costières-Nîmes, qui s'appelle Mas des Notaires. Oui, il crée un service en fait. Enfin, Et ce service-là, le vigneron qui a goûté quelque part n'a pas envie que son voisin l'ait, donc ils ont signé un accord de confidentialité, je veux oui, dire, puis d'exclusivité. d'exclusivité, en fait. Voilà, ouais. pardon, merci. Au moins sur les Pic Saint-Loup, parce que Pic Saint-Loup c'est quand même un paquet de vignerons, c'est je crois sur 4 domaines, enfin 4 vignobles exactement, c'est 4 villages, je vais y Ah arriver. oui, d'accord. C'est que 4 villages, je vais retrouver, hein, je l'ai noté Bien quelque sûr. part, mais... Il est venu avec toutes ses notes, il a tu tout ce parles, qu'il faut. tu parles. C'est 2964 hectares sur 4 communes, voilà. Voilà. Et le Pic Saint-Loup, lui, culmine à 658 mètres d'altitude. Ah oui, tout de même. On peut quand même parler un petit clin d'œil sur le Pic Saint-Loup. Il y a une légende qui donne l'origine du nom Pic Saint-Loup. C'est les 3 frères et la belle Irène. C'est un conte, hein, Oui. connu aussi sous le nom des 3 ermites. 3 frères étaient amoureux de la même femme. Ah. Encore Ça 3 arrive. qui avaient tout compris. Irène. Elle était jeune, jolie, riche et orpheline. Ils partirent en croisade, le plus valeureux des 3 ayant l'espoir d'épouser la dame de son retour. Et chacun à son retour, donc, en découvert que la jeune femme était morte. Fous de chagrin, ils décidèrent de vivre en ermite sur les 3 pics qui entourent leur région. Chaque soir, ils allumaient aussi un feu en souvenir d'Irène. À leur mort, sur les pics sur lesquels ils s'étaient réfugiés, ils ont été baptisés d'après leur prénom. Il y a aussi, donc, on voit le mont Saint-Guiral, D'accord. donc près du mont Saint-Égual, le mont Saint-Clair, près de Sète, et le fameux Pic Saint-Loup. Voilà. Pic Saint-Loup qui culmine donc à 658 mètres d'altitude et qui est en fait on va appeler ça la Sainte-Victoire languedocienne. C'est dans l'esprit, oui. c'est J'ai le même. gravi la Sainte-Victoire à pied, je visualise. Voilà, donc, voilà, oui, voilà, j'habitais voilà. par là-bas à une époque. Donc, Voilà. Et les vignerons montent au Pic Saint-Loup le 19 mars tous les ans. Ah, il y a une C'est un pèlerinage, procession quelque annuelle, part, voilà. Je sais pas ce qu'ils y font là-haut, mais ils y montent. une tradition. Voilà. C'est une curiosité géologique, donc quelque part ça donne l'aspect d'un lion couché ayant inspiré le nom aussi du golfe du Lion, un peu d'histoire. Ah, le golfe du Liron. Le oui, fameux ok. golfe du Lion, c'est lié au Pic Saint-Loup en fait, parce que quand on le voit à un certain angle, c'est un lion couché. D'accord. Voilà, c'est un petit peu d'histoire, ça fait pas de mal. Bah hein. ouais, non, mais il faut. Parce qu'en fait, tout est lié quelque part. Et l'appellation Pic Saint-Loup a eu le décret donc d'appellation AOP en 1978. Ah oui, donc c'est pas si vieux en fait. C'est ouais. pas si vieux, voilà. Mhm. C'est une des stars languedociennes aujourd'hui, mais ça a été longtemps du Languedoc AOP. Ouais. Et comme beaucoup de crus du Languedoc, comme Pézenas, comme qu'est-ce qu'il y a, Terrasse du Larzac, Pic Saint-Loup, tout le monde met aujourd'hui le nom du village avant de mettre, ou le nom de la région Du lieu, ouais. avant de mettre Languedoc. Parce que Languedoc, c'était à un moment donné Languedoc. Les gens ne s'y retrouvaient plus. Ben, aujourd'hui, il faut savoir que Pic Saint-Loup, c'est Languedoc, Terrasse du Larzac, c'est en Languedoc. Et tous ces crus, quelque part, tirent leur épingle du jeu parce qu'ils ont gardé une identité propre ouais. voilà, à leur territoire. Voilà. Ce qui est bien important, ouais. Voilà. Et il y a 2964 hectares quand même, Pic Saint-Loup, c'est pas déjà pas rien. Ouais, ouais, non, c'est déjà. Presque aussi grand que Sancerre. Oui, voilà. Ouais. Je connais aussi. Si on parlait de Sancerre, voilà. On parlait de notre mont. Voilà. Non, oui, Sancerre, c'est un petit c'est un mont, petit mais piton. je sais pas quelle hauteur, il doit pas être très haut. 150 mètres, je dirais. Allez. Pas plus. Mais ça sort bien du paysage quand même quand on Oui, est. suffisamment, et Ouais. pour l'ensoleillement, ça doit suffire, parce qu'il y a ça aussi. hein. Oui, mais c'est surtout le village, parce que les vignes sont bien autour et. Ouais. Sancerre est avant tout une curiosité plus que géologique, surtout géographique pour les touristes, Oui, oui, c'est pour s'y important. retrouver C'est important. sur la route de Paris. Voilà. En plus, oui. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Eh ben, moi, j'ai l'impression qu'on sait plein de choses, donc je sais Je sais pas, vas-y. Je pense qu'on a fait on est- un beau tableau de la situation, de cette innovation, parce que mine de rien, Ouais. c'est quand même pas Alors, rien. il y a d'autres innovations, on en parlait tout à l'heure en off dans le vin. Moi, j'utilise depuis peu ce qu'a créé un toubib américain qui en avait marre d'ouvrir de très belles bouteilles. Il était amoureux des Un très jolis toubib vins. américain, donc. Médecin, ouais. Ouais. Et il a créé quelque chose qui s'appelle le Coravin. Le Coravin, c'est quoi? C'est en fait un concept de sorte de tire-bouchon sans qu'on enlève le bouchon. En fait, on passe à travers avec une aiguille chirurgicale. Ouais. C'est inspiré de ça. Il y a un petit chat dans l'aiguille. Oui, il était donc, médecin, donc qui, voilà. qui fait que en impulsant du gaz argon dans la bouteille, qui est un gaz lourd, Oui. pur à 99%,
en fait, on pousse le vin, on le fait passer par On le fait chef monter le d'aiguille vin par le haut. en et il fait. ressort en fait par un bec serveur. Ouais. Et donc, quand on appuie, on injecte ce gaz, on relâche, le gaz reste dans la bouteille et le vin monte. Et on peut garder la bouteille Et ça entamée. dénature pas le vin à la Non. sortie dans une petite aiguille comme ça, non? Non, pas du tout. Il y a juste une émulsion un petit peu à la sortie, donc des fois il y a des microbullages Oui. dans le verre. Mais ceci dit, moi, pour l'avoir utilisé au départ, j'étais assez bluffé parce Bah que oui, j'imagine qu'on doit, ouais. on peut utiliser ça et garder le vin entamé environ entre 2 et 3 mois. Oui, parce que le bouchon, malgré tout, a une petite Alors, le fait qu'il porosité. soit en liège, Mm. il faut que ce soit des bouchons en liège. Oui, et parce pas- que tous les bouchons en plastique, là, donc... Voilà. Interdit bouchons en plastique. Mm. On m'a demandé si pour les bouchons en verre ça marchait, j'ai pas pu répondre. c'est Nicolas qui a dû demander Non, ça. non, Nicolas n'a pas dit ça. Mais sur les bouchons de qualité en liège, donc naturel, on arrive à avoir un très beau résultat parce que quand on perfore le liège, comme l'aiguille est assez fine Ouais. et en téflon, quand on la ressort, le liège reprend immédiatement Sa position. sa position et rejoue le rôle de ça colmate en fait Ouais. le trou. Et par contre, tout ce qui est parti en vin est colmaté par juste de l'argon qui lui est un gaz lourd, ça protège comme si la bouteille était pleine quelque part. D'accord, ouais. Et donc en tirant dessus plusieurs fois, on n'a pas d'altération. Peut-être essayer de le piquer à plusieurs endroits, peut-être pour pas piquer Voilà, toujours au même essayer de endroit. pas piquer au même endroit, mais bon, on peut percer 20-25 fois. De toute façon, la bouteille est vide avant, puisqu'en général, quand on perce, c'est pour sortir un verre. Donc, Oui, c'est- bon, ouais. avec 6 verres, la bouteille, elle est pliée. Ouais. Mais moi, j'ai fait le test sur 3 mois, sur un vin, ça a bien marché. Ouais. Pas d'altération au bout. Par contre, quand on arrive au fond de la bouteille, il faut pas être couillon, hein, il suffit Oui. de prendre un tire-bouchon Oui. et d'éviter de Le de dernier l'argon. verre, on le fait à la Parce que naturelle. le coût de l'argon est important. Ah oui, Ouais, et, une consommation d'argon. la qui coûte capsule cher. permet de tirer environ 18 verres. Mhm. Et elle coûte environ en TTC 9 à 10 euros. Oui, donc on peut pas faire ça Donc sur c'est des en vins, gros 50 voilà. centimes par verre. Ça vaut le coup sur des très jolis vins. Voilà, faut que le vin le mérite. Donc, Voilà. ouais. Mais je suis tout seul ce soir, j'ai envie de boire une belle bouteille qui m'a coûté une cinquantaine d'euros. Je peux le faire plus facilement Ouais. que ouvrir une bouteille même à 5-6 euros. Voilà, je le ferai avec moins de regrets parce que derrière, je sais que la bouteille, je vais la laisser sur la paillasse pendant un petit moment, elle ne s'oxydera pas. Je pourrais en faire profiter des amis Et même et on en peut- on peut reboire du un coup petit peu dans Déguster les le jours. vin avant la grande occasion, par exemple. Voilà, ou tester, effectivement, en prendre juste quelques millilitres pour Ouais. voir si le vin est vraiment adapté ou pas. Bon, Ça- mais il ça tiendra peut se que faire. 3 ou 4 mois après, mais au moins on Alors, peut, je on peut suis le parti tester. sur garder un vin pendant un an. Ouais. Et c'est un vin un peu particulier. C'est un Pedro Jiménez de Toro Albala de 83 de mémoire. Et c'est une petite bouteille, mais c'est du vin très très liquoreux. Donc naturellement, ça s'oxyde pas. Mais en plus, là, je l'ai ouvert pour plusieurs occasions et je vais garder un fond de bouteille comme ça Du pour coup, voir ouais. comment il évolue pour une année. Alors, j'en reviens à cette solution est grâce au bouchon en liège. Oui. Et il y a des débats, alors, moi qui ne suis pas connaisseur, il paraît qu'on arrive maintenant à avoir des bouchons en plastique qui soient de meilleure qualité que des bouchons en liège. Alors je ne dirais pas j'en meilleure profite qualité, qu'on a un mais spécialiste, mais- qui s'approche de la qualité Ouais. certainement. Moi je suis pas spécialiste technique, mais au vécu je pense pas que les bouteilles qui ont un bouchage Enfin, je dis plastique. plastique, hein, il y a, Oui, alors c'est un Nomacork grand terme, notamment, je pense. hein. notamment une marque qui s'appelle Nomacork, mais il y a du diam par exemple. Diam c'est du liège reconstitué qui a été lavé, broyé, reconstitué, qui donne une garantie sans goût de bouchon. Ça c'est pas mal. Par contre il y a un peu de colle dedans. Il y a d'autres types de lièges qui sont reconstitués aussi. Il y a des 1+1, enfin il y a plein de techniques en bouchon. Par contre il y a le bouchon en verre aujourd'hui qui est en train de gagner du terrain et la capsule à Apparemment, vis. ouais. Alors, le bouchon en verre, comment ça Bah, fonctionne c'est tout simplement un bouchage en verre avec une collerette en... Comment on appelle ça? En silicone, En enfin. silicone, voilà. Un silicone ouais. qui va avec par-dessus une jupe qui va coincer tout ça ensemble, solidariser. Ça fonctionne bien. Moi j'ai goûté des vins blancs notamment qui bougeaient pas parce que le verre est assez neutre. Donc, Mais et- c'est quand même la collerette en silicone qui change beaucoup de choses. Puisque ça peut changer. Si on a Alors, une mauvaise collerette, entre guillemets, l'air si peut la passer par collerette est ça. pincée par exemple, ça peut donner des oxydations ou Ouais. des bouteilles fuyeuses, comme on a dans certains vins. D'accord, ouais. Je reste persuadé aujourd'hui que la capsule à vis pour les consommations rapides peut être un très très bon partenaire, je dirais, du vigneron aujourd'hui pour faire certains marchés.
Après, on n'y est peut-être pas tous préparés, mais moi j'ai goûté. Oui, les capsules en vis, on se rappelle capsule à vis, ouais. On se rappelle de Mais vieux vins. Je donnerai pas de nom, mais non, mais aujourd'hui, si on prend la capsule à vis, on l'a sur plein d'huile d'olive, c'est vrai, tout ce qu'on veut, et ça garde une après, intégrité au produit. Voilà, je sais pas après les échanges sont par moindres. rapport au du Voilà. vin, ouais. Donc. Mais il paraît qu'il y a des capsules au fond qui sont de différentes porosités, qui font qu'il y a des échanges malgré tout, qui sont lents, mais. Oui, par l'extérieur en fait, le long du goulot peut-être. Non, par la capsule. Par la matière de la par capsule. La matière de la elle-même. capsule, ouais, il y a des échanges qui se font. D'accord. Alors moi très honnêtement, ce que je vois en résultat, c'est qu'on garde des vins beaucoup plus frais, beaucoup plus gourmands, facile à boire, c'est facile d'ouverture et à reboucher aussi. Et du coup à refermer, ouais, et à c'est refermer. clair, ouais. Voilà, il y a des grands châteaux bordelais qui ont commencé Par à contre, faire ça oblige pour à avoir l'export. des bouteilles exprès, puisque la bouteille en Alors, elle-même intègre voilà, une vis. c'est une bouteille spécifique et une technique pour la boucher spécifique aussi, puisqu'il faut qu'on appelle ça une chaîne de mise en bouteille Oui, là c'est tout particulière. de suite plus. Mais quand on s'équipe là-dessus, voilà. Moi j'ai souvenir d'avoir goûté des vieux vins bouchés à vis et bouchés en bouchon le même jour. C'était il y a quelques années déjà. C'était des vins néo-zélandais ou australiens, je me rappelle plus. Néo-zélandais, Villa Maria Estate. Des Riesling en blanc et des Pinot Noirs en rouge. À l'aveugle, c'était la vis qui avait gagné sur le bouchon. Ah oui, quand même. La vis en dégustation sortait mieux que les vins bouchés qui étaient un peu usés, un peu fatigués. D'accord. Donc ça garde de la fraîcheur aromatique. Et j'ai bu dernièrement un vin autrichien aussi qui a été bouché il y a 10 ans. En capsule à vis. capsule à vis, j'ai pas goûté en bouchon en même temps, mais il avait gardé une belle tonicité. On va dire. D'accord. Ah ouais, Ça, c'est c'est vrai qu'on intéressant. n'imagine pas du tout. Hein. Ça fait vraiment bas de gamme. On n'y pense pas. C'est dans notre imaginaire bas de gamme, alors que moi je suis persuadé que il faut pas refuser la technologie. C'était le thème de ce soir. Tout à fait. Il faut simplement ne pas tout mettre les œufs dans le même panier. Il y a des vignerons qui ont fait des essais de bouchage et qui aujourd'hui se rendent compte que certains de leurs vins n'évoluent pas bien avec des bouchons plastiques ou de McCork ou autre, et qui ont changé leur fusil d'épaule. Mais si on met toute la récolte avec le même bouchon, on prend des risques. Il faut savoir faire des petits essais, des petits lots. Et quand on est certain de soi, un peu comme ce vin Mélodie. Voilà, oui, là ça devient un essai qui devient qui va devenir un galop un peu plus important. Ils vont pas tout faire d'un coup, mais voilà, c'est chouette. Je dirais presque un galon. Un galon d'essai, voilà. Oui, pour reparler de whisky. Ça, c'est notre affaire. Eh bien écoute, voilà, Didier, je pense qu'on arrive à la fin de cette heure. On a fait même une heure pas vu pile. passer, dis donc. Mais tu vois, j'avais dit. Après on m'a dit que je suis bavard. Non. Je te remercie vraiment sincèrement pour cette innovation. J'avais prévenu les gens qu'on avait vraiment une innovation, et c'en est une. Oui, je pense s'appelle que donc Mélodie. Mélodie, c'est une cuvée Mélodie by Olirou. Le domaine s'appelle Olirou à Pixel-Louis. Ils peuvent aller vérifier sur internet. Il y a tout un tas d'articles. Et la société qui a développé ce process s'appelle Swing It. Ah oui. Voilà. Swing It. Bon, s'ils veulent vérifier, ils viennent prendre l'apéro sans chichi. J'allais Après, dire, ils vont manger à la cognette. Le meilleur des moments, c'est de venir vérifier sans chichi, de prolonger à la cognette, effectivement. Et là, ils auront la totale. Ils ont passé une très bonne soirée. Ils auront le conseil de vrais spécialistes. En plus, je te remercie bien, Didier. Pardon. Et puis, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. La semaine prochaine, journée un peu spéciale. Il y a les vacances, donc on va faire un checker un petit peu différent, peut-être en live d'un autre endroit, peut-être en vacances, on va voir. Mais normalement pas dans le sud-ouest. Peut-être sur l'ouest de la France. Ah. La région Centre-Val de Loire est grande. Hein, donc la Grande Bleue sera pas loin quand même. La Grande Bleue, ça très proche. Bon, super. Alors bonnes vacances, Pascal. Merci Didier, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Et bonne soirée à vous tous. Allez, au revoir.